Hier soir, vous étiez plus de 400 inscrits. Nous sommes vraiment honorés par votre présence. Et afin de garantir des échanges fluides entre les panélistes et les participants et les invités, je vous invite à écrire les questions dans le chat de Zoom. Nous essaierons d'y répondre au maximum lors d'un temps d'échange. Aujourd'hui sont réunis autour de la table toutes les parties prenantes de l'expérimentation CARE en région PACA, l'Institut national de l'économie circulaire, le cabinet Hendrix, anciennement Compta Durable, Mathieu Astic et Alexandre Rambaud, qui sont les concepteurs de la méthodologie et qui pourront vous en présenter les tenants et aboutissants. S'en suivront des témoignages d'entreprises volontaires qui vous présenteront leur retour d'expérience, ce qui a fonctionné, comment les freins ont été levés, dans quelle mesure cette méthodologie a transformé leurs pratiques ou leur modèle d'économie. Et puis pour conclure, nous aurons un aperçu des perspectives ouvertes par CARE à l'échelle européenne et pour les institutionnels financières de la région. Pour information, le rapport de CARE vous sera transmis la semaine prochaine. Donc voilà, il sera mis en ligne dans quelques jours. Je vais tout de suite laisser la parole à François-Michel Lambert, qui est président fondateur de l'Institut national de l'économie circulaire, peut-être pour un propos introductif pour nous rappeler dans le cadre dans lequel s'inscrit cette expérimentation et la méthodologie. Merci Amélie. Est-ce que tout fonctionne? Tout fonctionne. Donc, merci beaucoup pour toutes celles et tous ceux qui sont présents. Effectivement, je vois un intérêt extrêmement fort pour le compte rendu, le rendu plus exactement, de ces travaux autour de la comptabilité durable, le modèle dit CARE, une expérimentation longue, pas simple, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans la région sud, dont je suis député. Cette expérimentation, eh bien, comme toute expérimentation, s'est heurtée à des difficultés et permet aussi d'avoir des éléments de contexte qui pourront nous donner les bases pour continuer à avancer. Mais pourquoi doit-on aller sur ce sujet? Alors, rappelons que la question de l'économie circulaire, elle n'est pas neutre, elle est au contraire, et la crise sanitaire et la post-crise, même si nous y sommes encore au niveau économie, une sorte de post-crise, nous démontre toute l'importance des ressources, de l'accès à ces ressources, de la préservation des ressources, de l'utilisation en optimum des ressources dont on a la maîtrise, de la préservation de ces ressources, bref, qu'il nous est absolument nécessaire de changer de modèle. Le modèle linéaire qui était hyper consommateur, hyper destructeur de matières premières, de ressources vierges, ne peut pas perdurer dans une planète aux limites finies et avec une croissance démographique, une croissance de classe sociale extrêmement notable. Or, les modèles de comptabilité ont été des modèles de comptabilité de construction, j'allais dire, d'un confort et d'une mise en niveau de développement de l'humain qui est aujourd'hui. C'est-à-dire que nous sommes, par exemple, en ce moment, chacun et chacune, probablement quelques-uns chez eux, confortablement installés, avec des conditions matérielles remarquables, sans inquiétude particulière sur notre lendemain, ni une inquiétude sur l'accès à l'eau, ni une inquiétude sur l'accès aux soins, ni une inquiétude évidemment sur l'accès à la nourriture. Et je ne parle pas de toute l'explosion du monde des loisirs. Ça, c'est le gain de l'économie linéaire qui a permis, en prélevant, en arrachant et en détruisant énormément de ressources, d'arriver au niveau de développement où nous en sommes. Mais nous devons donc pivoter vers l'économie circulaire. Donc, les entreprises sont les premières à chercher le chemin. Or, les entreprises, peut-être plus encore que les individus, même pas peut-être plus, sans conteste plus que les individus, sont liés par les modèles de comptabilité, ce qui définit la richesse d'une entreprise, sa performance, les espoirs que nous pouvons en avoir dans cette entreprise. Elles doivent donc pivoter vers l'économie circulaire et dans une optimisation, je vais dire, des ressources, c'est l'optimisation de la gestion des flux, dans la gestion des stocks, dans la prise en compte d'éléments extrêmement complexes et divers. C'est une nécessité et, comme je l'ai dit, ça a été réaffirmé par la crise sanitaire et les conséquences que nous vivons de ce redémarrage de l'économie mondiale. Pour ce faire, des outils d'accompagnement doivent être conçus. On ne peut pas rester sur les modèles
diverses et variées qui ont été développées au cours du siècle passé. Des indicateurs, des formations, des outils qui sont déjà là, mais qui doivent évoluer pour prendre en compte tout à la fois toutes les tensions qui pèsent sur les ressources, mais aussi les apports, ce qu'on pourrait dire les services écosystémiques que fournit notre environnement. Nous avons trop développé notre économie en prenant, j'allais dire pour argent comptant, c'est un peu l'expression, la gratuité de l'environnement et des services écosystémiques de notre environnement. Prélevés ou rejetés et pollués n'étaient pas mesurés comme, et n'est toujours pas d'ailleurs, mesurés comme étant un coût propre à l'entreprise, un coût collectif, on commence à le définir, on commence à le mesurer, mais ce n'est pas un coût propre que l'entreprise doit intégrer. Et encore moins, une entreprise ne peut se valoriser rarement sur des actions positives sur l'écosystème, sur l'environnement. L'objectif donc du modèle CARE est justement de trouver une comptabilité dite durable. Cette méthodologie vous sera présentée par Mathieu Astic et Alexandre Rambaud, que je remercie encore tout à la fois pour être présent ce matin, mais surtout pour avancer, chercher, définir quelles sont les voies, quels sont les moyens pour expérimenter. C'est le propre de toute innovation. Il y a des échecs, il y a des réussites, il y a des voies empruntées et il y a des personnes qui le pensent. Je remercie encore Mathieu Astic et Alexandre Rambaud. Je remercie évidemment toute l'équipe de l'Institut national de l'économie circulaire et toutes ces entreprises qui ont accompagné, c'est d'ailleurs totalement soutenu par l'ADEME et la région Sud, l'ADEME Sud et la région Sud depuis mars 2019 à octobre 2020. CARE vise à refondre le cadre méthodologique comptable pour donc prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux. Je reprends un temps pour expliquer. Je pense que si vous êtes là en audition et en échange dans la matinée, vous avez donc conscience de ce pourquoi nous sommes là. Mais le modèle CARE, le modèle de comptabilité, vise bien à refonder le cadre méthodologique comptable pour prendre en compte donc, les enjeux qui étaient mal pris en compte, voire pas du tout, dans les modèles de comptabilité d'aujourd'hui, ces enjeux socio-économiques. Ces entreprises de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur se sont positionnées de façon volontaire pour cette expérimentation qui a été pilotée par l'INEC, l'Institut national de l'économie circulaire, et le cabinet Hendrix. Ça a été 18 mois, de mars 2019 à octobre 2020. Notez qu'on a donc une partie notable qui s'est déroulée pendant la crise sanitaire, ce qui explique ce rendu début 2022, donc pleinement soutenu, et je tiens à insister, par l'ADEME dans des moments difficiles et en confiance, et la région qui réfléchit à accompagner les entreprises dans des nouvelles approches. Ces entreprises ont œuvré pour l'innovation de l'économie circulaire, pour reconnecter les sphères financières comptables et les sphères socio-environnementales. C'était cet enjeu de commencer à être beaucoup plus global dans l'appréciation de la création ou de la destruction de valeur d'une entreprise, d'une entité. On les remercie pour leur implication dans une période très difficile, puisque la crise est arrivée au bout d'un an d'expérimentation, qu'elles ont eu quand même quelques urgences à gérer et qu'il fallait quand même aller jusqu'au bout de cette expérimentation. Les entreprises qui sont présentes aujourd'hui pour évoquer leur expérience sont Cimex, EOD, Profil, Ceram, Xileo. Je les remercie et je les connais chacune d'entreprises et chacun et chacune de leurs dirigeants pour la confiance qu'ils ont eue, notamment le fait qu'ils nous ont permis d'aller dans des domaines, vous verrez, qui n'étaient pas forcément les domaines sur lesquels on aurait cru qu'il y ait une recherche d'innovation en termes de comptabilité. Un rapport synthétique sera bien sûr très prochainement disponible, début de semaine prochaine, à l'issue de ce webinaire. Il n'a pas vocation à donner des résultats des entreprises, évidemment, mais à faire un état des lieux, des pré-, post-expérimentations et de dégager quels sont les leviers pour renforcer la méthodologie, de repérer les écueils face auxquels les entreprises, face auxquels tous ceux qui ont participé à ces travaux ont été confrontés. Et ensuite, nous aurons à travailler à l'essaimer. Je sais que notamment la secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire,
et une terminologie un peu plus longue que le SS, Olivia Grégoire, que j'ai eu la chance de fréquenter à l'Assemblée nationale sur des sujets de fond, a toujours été extrêmement mobilisée et extrêmement mobilisée sur cette notion de transformation de la comptabilité, et elle en fait un des éléments facteurs de son action au niveau européen. Plusieurs avancées probantes sont donc à relever dans ces travaux, qui donc servira, comme je l'ai dit, au-delà de l'expérimentation, c'est le propre d'une expérimentation. Ces avancées probantes sont l'appropriation d'un modèle comptable qui repense cette relation au monde en identifiant et intégrant ce qui est capital pour le fonctionnement de l'entreprise, et bien au-delà du seul capital financier. Peut-être CEMEX, par exemple, pourra l'exprimer très clairement, combien pour eux cette notion a du sens dans le périmètre de l'entreprise, mais je dirais ça compte pour toutes les entreprises. Certaines, c'est plus évident, d'autres, ça l'est moins. C'est le propre de ce modèle comptable, c'est de justement identifier, puis d'intégrer ce qui est capital pour le fonctionnement de sa propre entreprise. L'identification aussi de ce qu'on appelle les capitaux extra-financiers et leur définition. Je pense que tout le monde maîtrise ce que c'est les capitaux extra-financiers, mais je les redonne. Par exemple, l'atmosphère, le sol, les hommes salariés, les parties prenantes de proximité, la préservation de la biodiversité, la préservation des ressources, la maîtrise ou, j'allais dire mieux encore, la non-pollution, pour être actuellement sur, par exemple, le sujet de la pollution plastique et des catastrophes qu'elle génère. On voit bien que cette gratuité qui est aujourd'hui de relarguer dans la nature du plastique en disant advienne ce qui adviendra, c'est-à-dire que la nature se débrouillera à régénérer cette matière première qui est par ailleurs fantastique, mais une fois qu'elle est dans la nature, ça devient terriblement destructeur. On est aujourd'hui extrêmement inquiet des impacts du plastique déversé dans la nature. Or, il n'est que très rarement pris en compte par une entreprise, je dirais par tout le monde, puisque personne ne peut échapper à l'usage du plastique. Même des entreprises qui pourraient sembler être loin dans de la comptabilité, dans des services à la personne, mobilisent de la matière plastique et ne se préoccupent pas ou peu des conséquences sur, j'allais dire, la biosphère, et donc n'intègrent pas dans leur façon de gérer ce plastique qu'ils mobilisent dans leurs capitaux et dans leur périmètre. Donc c'est bien par cet exemple que je veux démontrer combien il faut repérer ce qui est primordial pour l'entreprise et les définir, les capitaux extra-financiers. Cette réalisation doit se transformer sous forme de liasse comptable, liasse de compte de comptabilité approfondie. Nous avons une force, c'est cette comptabilité toujours en construction, en amélioration, qui permet de guider de plus en plus les flux financiers, la connaissance des capitaux financiers d'une entreprise. Nous avons de plus en plus cet enjeu, non pas cet enjeu, cette sensation que la comptabilité nous aide de mieux en mieux à créer de la performance pour l'entreprise. Je le dis peut-être moins pour ceux qui sont très jeunes, mais pour moi qui ai 55 ans, j'ai quand même pu noter la très grande évolution de la comptabilité financière des entreprises. Il faut continuer à rester sur cette approche, ces liasses de comptes comptables, nous devons les approfondir justement dans cette vision telle que je l'ai présentée. Et puis, il s'agit aussi, à travers cette expérimentation, la réalisation d'une ébauche d'analyse financière intégrée qui permettent de montrer que tout ceci va dans le bon sens. L'analyse financière intégrée, c'est donc celle qui prend les trois capitaux, mais Alexandre et Mathieu l'expliqueront mieux, les trois capitaux
le capital financier, le capital humain, social et le capital environnemental. Je vous remercie pour votre présence. Je ne sais pas à combien nous sommes. Amélie a annoncé 400 inscrits. Nous devons déjà être 200 en ligne. Le webinaire est enregistré. Il permettra donc une diffusion extrêmement large. On n'est pas que pour des comptables. À titre personnel, je ne suis absolument pas issu du monde de la comptabilité. Donc, on a besoin aussi d'élargir la base de ceux qui participent aux phases suivantes, le monde scientifique, les bureaux d'études. EOD, par exemple, pourra nous donner aussi son exemple, une ouverture sur tous les écosystèmes, les personnes qui ont une approche sociale, bref, autour de ceux qui ont cette expertise comptable, autour de ceux qui rejoignent et venant de la science du chiffre, du monde du chiffre, il nous faut aussi toutes les parties prenantes, parce que c'est bien dans un intérêt commun que nous construisons cette comptabilité durable. Et je remercie encore les uns et les autres de nous accompagner autour de ce modèle que nous appelons aujourd'hui Hendrix. Merci beaucoup, Amélie. Merci François-Michel. La parole. Merci beaucoup François-Michel. Donc on va maintenant passer la parole à Monsieur Bégaud, qui est associé chez Hendrix. Donc Hervé, je te laisse présenter ce qu'est CARE. Peut-être un peu rapidement, je suis désolée, je vais peut-être vous couper la parole à tous les panélistes pour bien respecter le timing. Je te laisse la parole, Hervé. Merci Amélie. Je ne vais pas présenter ce qu'est CARE parce que ce serait effectivement trop long. Simplement, comme François-Michel Lambert, remercier fortement l'ADEME et la région qui, il y a déjà 3 ans, dès qu'on a parlé de ce sujet, on leur a parlé de ce sujet, ils ont tout de suite réagi, rebondi, et plus particulièrement Marie Fruteau-Delaclos, qui a été de façon assez rapide, intéressée et a poussé ce sujet. Et donc, je remercie vraiment ces 2 instances pour leur soutien. Bien évidemment, moi je le cite, François-Michel Lambert, à qui j'ai discuté de ce sujet et qui a accepté, et je l'en remercie, d'impliquer l'Institut de l'économie circulaire et accepté avec toute l'équipe de l'INEC, que je salue, que je remercie, de mener le pilotage de ce projet. Comme vous le savez, Compta Durable a rejoint Hendrix depuis quelques mois maintenant, et nous continuons nos travaux au sein d'Hendrix qui nous aide et qui pousse sur ce sujet en interne et auprès de nos clients. Il est évident que le modèle CARE est un sujet vaste, c'est un sujet complexe. C'est pas inhérent au modèle, c'est parce que nous nous attaquons à un sujet complexe, le sujet de la durabilité, de l'intégration des enjeux dans le pilotage de nos organisations. Ce n'est pas un sujet facile. Et donc, quand on dit sujet complexe, sujet facile, sujet nouveau, il faut des pionniers. Et les entreprises, et vraiment je les salue, qui ont accepté de porter, de participer, d'essuyer les plâtres sur cette méthodologie, il faut vivement les remercier parce qu'ils ont permis 2 choses. D'abord, de nous montrer que c'était possible grâce à leur implication, et deuxièmement, de faire évoluer de façon assez drastique le modèle qui fait que les expérimentations que nous menons aujourd'hui ont déjà bien évolué et donc certains aspects, les difficultés qu'on a pu rencontrer tout au long de ce projet ont pour partie été corrigées. Et donc, pour ne pas être trop long, je ne vais pas citer toutes les entreprises, François-Michel l'a fait en partie tout à l'heure, mais vraiment, merci pour votre soutien, votre implication. Je sais que vous avez le désir de poursuivre ces travaux. On en dira quelques mots, Mathieu en dira quelques mots tout à l'heure, et nous serons là, et on va continuer, notamment au sein d'une association que nous avons lancée qui s'appelle le CERCES, le Cercle des comptables environnementaux et sociaux, qui va fédérer autour de
de ce modèle et tous les praticiens autour de ce modèle, faire le lien entre la recherche et les praticiens. Je me permets, si j'ai encore quelques secondes pour gagner du temps, Amélie, de remercier mon équipe et effectivement Mathieu Astic qui a été complètement mobilisé sur ce projet, qui a tout donné, qui n'a pas compté son temps. Comme je vous l'ai dit, c'est un sujet compliqué et donc d'avoir comme ça en interne des personnes motivées, impliquées, c'est vital pour qu'on réussisse collectivement cette évolution, parce qu'on s'attaque quand même à un chantier qui n'est pas neutre, hein. Le changement, faire évoluer les normes comptables, c'est un chantier difficile. Et heureusement, je terminerai là-dessus, que nous avons des chercheurs. Je vais saluer Jacques Richard qui a pensé, imaginé la méthode CARE et bien évidemment Alexandre Rambaud, avec qui j'ai le plaisir de travailler maintenant depuis de nombreuses années, qui a structuré la méthodologie et qui nous a permis enfin d'intégrer le sujet dans les organisations, dans les entreprises. Et Alexandre, vraiment merci pour tout ce que tu fais avec nous pour faire avancer ce sujet. François Michel l'a dit, le rapport sera disponible. Nous avons quelques réglages au niveau de la forme du rapport, mais dès la semaine prochaine, vous l'aurez à disposition sur les différents sites, soit de l'INEC, soit de l'INDRIX, soit de l'ADEME, et nous espérons que les éléments, le contenu de ce rapport vont continuer à alimenter la réflexion qui, bien évidemment, ne s'arrête pas à cette expérimentation. Merci à tous et je vous souhaite un bon séminaire et à très bientôt. Merci beaucoup, Hervé. Donc là, on va passer au comité scientifique de CARE, Mathieu Astic et Alexandre Rambaud, qui vont pouvoir vous exposer un peu la méthodologie. Donc, je leur laisse la parole. N'hésitez pas à utiliser le chat questions-réponses pour poser les questions. On aura ensuite un petit temps pour y répondre. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci énormément pour cet événement de restitution. Comme il a été dit, hein, l'opération qui a eu lieu a été une opération d'envergure qui est une expérimentation assez unique. Même au niveau, on va dire, des liens entre recherche et praticiens. On est sur vraiment une initiative assez unique. Donc, j'ai été très, très heureux d'assurer le pilotage scientifique de cette opération. Et du coup, je vais juste donner quelques éléments pour expliquer où on en est au niveau du projet CARE. Je laisserai Mathieu plus détailler ce qui s'est passé au niveau de l'opération collective en elle-même. Comme l'expliquait Hervé, en fait, cette opération a été extrêmement importante dans les travaux autour de CARE parce qu'elle a permis de tester un certain nombre de choses. Elle a permis d'avancer de façon fondamentale sur la structure de CARE. Et du coup, on en est actuellement à un stade d'avancement qui n'aurait pas été possible sans cette opération. Vraiment, j'insiste énormément là-dessus et un grand merci à tous les acteurs qui ont été engagés. Donc justement, CARE, en fait, et va au-delà en fait d'une méthodologie comptable. L'enjeu autour de CARE, c'est d'avoir un projet global assez complet sur des questionnements critiques sur les organisations et l'économie et l'insoutenabilité de l'économie des organisations dans lesquelles nous sommes actuellement. D'avoir une réflexion aussi sur finalement c'est quoi la comptabilité d'un point de vue historique, d'un point de vue dans les pratiques organisationnelles, etc. Et à partir de là, d'en déduire, et j'insiste là-dessus, de façon la plus scientifique et la plus logique, la façon de justement recomprendre et restructurer les systèmes comptables pour les aligner sur les enjeux écologiques. Et d'en déduire un certain nombre de choses, et j'insiste sur cette notion de déduction, parce que ce qui est porté derrière CARE, en fait, est porté par une communauté qui croise des académiques, scientifiques, qu'ils viennent de l'économie, de la gestion, de l'écologie et d'autres disciplines. Donc, on est dans une interdisciplinarité complète. Donc, des académiques, des professionnels, des ONG.
Et donc, on a un travail qui est sur une base très scientifique et qui croise en permanence ce travail scientifique, donc déductif, et la confrontation au terrain, et donc pour avoir un effet d'entraînement mutuel. Et donc, derrière le projet CARE, donc, il y a cette idée de comment on peut structurer, encore une fois, de cette façon la plus logique et scientifique possible, un système comptable, même le système comptable, qui soit adapté aux enjeux écologiques, à la préservation des bons états écologiques, à la préservation de la décence et de l'intégrité en fait, des êtres humains qui sont employés dans une entreprise. Et donc, c'est ça qui constitue tout le projet CARE. Et justement, comme Hervé l'a mentionné, a été constitué le CERCES, le Cercle des comptables environnementaux et sociaux, qui est une association qui en fait, a pour but de fédérer la communauté des professionnels et ONG autour de CARE. On a aussi la chaire comptabilité écologique qui fédère les programmes de recherche. Et actuellement, on a une vaste communauté qui s'est créée, qui se développe donc autour de CARE, et on est en train donc, de travailler activement à l'harmonisation des pratiques, à l'harmonisation de la méthodologie. Et justement, à ce titre-là, en fait, vient d'être publié sur le site du CERCES un état des lieux de CARE où vous trouverez un certain nombre de renseignements et d'informations. Je vais mettre les informations dans le chat. Et donc, actuellement, on est à la version numéro 2 de la méthodologie de CARE. Et cette version numéro 2, comme je le disais, n'aurait pas pu arriver s'il n'y avait pas eu l'opération en fait, PACA. Du coup, pour terminer cette présentation introductive, et Mathieu va revenir de façon plus précise sur ce qui s'est passé en PACA. Mais donc, cet état des lieux du projet CARE. Donc, on a actuellement donc, un certain nombre de réflexions au niveau européen, au niveau international. CARE, d'ailleurs, a été cité et recommandé dans un working paper du FMI en fin d'année dernière. Donc, on commence à avoir une extension aussi vraiment internationale. Et l'enjeu aussi de CARE, c'est que le projet permet d'aborder aussi de façon assez structurée justement les débats au niveau européen et au niveau international sur les problèmes de connexion entre financier et extra-financier, la façon de le faire, sur la question du coût versus la fair value. Donc, d'avoir des éléments en fait, scientifiques et structurels par rapport à ces questions-là, d'aborder la question des bons états écologiques, de la question de la dette écologique, et donc d'intégrer ces éléments-là et de permettre d'avoir une sorte d'horizon de réflexion et de cadre de réflexion structurelle qui croisent encore une fois des approches scientifiques et des approches de praticiens et qui permettent de donner des jalons, de donner des pistes pour aborder les grandes réflexions au niveau européen, international, dans les changements en termes de normalisation comptable et de finances durables. C'est d'ailleurs grâce à ça, grâce à ce chantier-là, qu'a pu émerger, par exemple, l'initiative de déclaration de performance intégrée, qui est vraiment, qui émane comment dire, de l'horizon structurel derrière CARE, et qui est un jalon qui pose en fait un certain nombre d'éléments concernant justement ce rapprochement comptable entre données financières et extra-financières sur la base des coûts et non pas, par exemple, de la valeur de marché. Donc voilà, on a donc, derrière CARE un vaste projet avec un certain nombre d'axes de recherche, un certain nombre d'axes de développement. Tout est détaillé actuellement sur le site du CERCES. Encore une fois, je vais vous donner les informations. Et tout ça, vraiment, j'insiste, n'aurait pas pu être possible s'il n'y avait pas eu cette expérimentation, cette opération qui a été vraiment un point très important dans le développement du travail autour de CARE. Donc, encore une fois, merci et je passe la parole à Mathieu pour les détails. Merci beaucoup, Alexandre. Déjà, un grand merci à tout le monde qui est présent et aux entreprises qui ont participé à l'expérimentation pour leur implication et leur engagement tout au long. Ça n'a pas été simple tous les jours et un grand merci pour leur ténacité. Donc, effectivement, on a travaillé en 4 grands temps pour voir 4 ateliers. Ces 4 grands temps, c'était du coup une première phase d'identifier les capitaux, les qualifier. Une deuxième phase, c'était de mesurer l'état de ces capitaux par rapport à des seuils de préservation qu'Alexandre vient de présenter également,
pour ensuite derrière établir des plans d'action permettant de réduire ces écarts et afin d'intégrer ça en comptabilité. Donc là, si on passe à la slide suivante, voilà, donc parmi les entreprises participantes, 8 sont allées au bout de l'expérimentation, donc ce qui est très bien. On a fait un travail qui est connu pour beaucoup d'entreprises, identifier les enjeux RSE, donc on a quasiment 70 enjeux RSE identifiés, mais après, on s'est focalisé sur vraiment qu'est-ce qui est matériel en termes de en quoi l'entreprise impacte et a besoin de préserver directement les éléments naturels ou les êtres humains. Et donc, se dégager plus que 7 capitaux finalement vraiment matériels pour ces entreprises-là. Donc, c'est dans différents contextes qu'on a rencontrés. Donc, c'est capitaux humains avec les employés, les humains non employés, donc du coup les riverains par exemple, ou des employés en intérim, admettons. Et en capitaux naturels, nous retrouvons des grandes familles, donc comme l'atmosphère, qui forcément, avec le climat, avec le changement climatique, est au centre des attentions, mais la biodiversité également, qui n'est pas en reste, les sols et l'eau. Donc, on peut même parler du cycle de l'eau. Donc voilà, donc ces grands capitaux matériels, derrière, ont besoin, pour être intégrés en comptabilité, dans la comptabilité CARE, être représentés, ont besoin d'indicateurs d'état qui, du coup, parlent pour ce capitaux-là en disant dans quel état de santé ils sont, entre guillemets. Et donc, exemple, le capital atmosphère est représenté par des budgets carbone en tonnes équivalent CO2. Voilà. Donc, c'est par ces biais-là qu'on va pouvoir déjà mesurer, passons à la slide d'après, l'état dans lequel est chacun des capitaux et donc se poser la question de comment est-ce que je le préserve. Donc, si on passe à la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, on va du coup chercher ces indicateurs en fonction déjà de leur pertinence. On va chercher d'abord des indicateurs scientifiques, des états, des trajectoires scientifiques. Donc, est-ce qu'ils existent? Est-ce qu'il y a un consensus? Est-ce qu'on a des informations sur des seuils de préservation à ne pas dépasser? À défaut, si on n'est pas en capacité de les trouver, on va aller sur des éléments politiques, ou déjà, en tout cas, déjà dans le droit et réglementaire. Et à défaut, si on dégrade encore la recherche, on se focalise sur des indicateurs propres à l'entreprise si on n'a pas réussi à avoir les éléments précédents. Donc, déjà, dans ce travail-là qui était compliqué aussi, c'était de se rendre compte que l'information, qu'on se focalise vraiment sur en quoi l'entreprise a un impact sur les éléments naturels, sur les êtres humains, des fois, l'information n'est pas forcément existante en interne. Donc, du coup, il y a ce travail-là de construire l'information. Et donc, c'est aussi une des fortes recommandations qu'on peut faire à l'ensemble des entreprises, c'est déjà commencer à se poser ces questions-là et se projeter sur, OK, est-ce que j'ai tous les éléments chez moi pour bien piloter mon activité, mon modèle d'affaires, d'une vision de comptabilité écologique. Donc, si on passe à l'étape d'après, derrière, une fois qu'on a mis en place ces indicateurs d'état, qu'on a évalué l'état de santé, entre guillemets, du capital, qu'on a identifié du coup des écarts, on est en capacité de se dire, OK, comment je fais maintenant pour réussir à préserver mes capitaux, à réduire cet écart-là. Et donc, on passe à la construction de plans d'action, donc des plans d'action qui sont pour le coup très concrets, c'est de se poser la question de dire, ben voilà, on a une perte de biodiversité à tel endroit, qu'est-ce que je peux faire réellement maintenant pour réamener de la biodiversité, faire en sorte qu'elle se préserve, qu'on la régénère. Donc là, on ne va pas être sur la spéculation, on est vraiment sur se dire, allez voir des écologues, allez voir des acteurs de terrain, mettre en place et leur demander du coup quels sont les plans d'action à mettre en œuvre. Donc, ces plans d'action-là, au sein des entreprises, on a trouvé à peu près 21 plans d'action. Sur ces 21 plans d'action, on a un seul, entre guillemets, sur l'ensemble de l'entreprise, mais ce n'est absolument pas grave, qui, on va dire, permet d'atteindre la pleine préservation du capital dans le cadre de l'opération. Mais c'est aussi pourquoi on n'a pas pu aller plus loin que ça, parce que, eh bien, chez Comptable Durable, on a des compétences sur la partie méthodologie comptable et RSE sans charge, on n'est pas forcément écologue, pas forcément pédologue, etc. Du coup, ça veut dire qu'il y a besoin de compétences à aller chercher et de connaissances à aller chercher pour alimenter ces plans d'action-là et les faire les plus robustes possibles. Une fois qu'on a ces plans d'action établis, on est capable de comprendre maintenant comment on va réduire ce chemin-là, il faut pouvoir les chiffrer. Et donc, c'est du coup, Alexandre l'a très bien dit, François-Michel Lambert l'a rappelé également, on est sur la question des coûts. Combien coûte à mettre en œuvre ces plans d'action-là? Et donc, c'est ces coûts-là qui vont donner la valeur du capital dans la comptabilité et qui va s'inscrire au passif du bilan. Et donc, on peut passer, à partir de là, une vision qui commence à être un peu plus élargie, avoir les tableaux de bord, si on passe à la slide suivante, pour chacun des capitaux, qui va rendre compte finalement de dire, ben voilà, quels sont mes indicateurs d'état? Est-ce que j'ai tous identifiés? Est-ce qu'ils sont bien définis, encore en cours? Combien aujourd'hui je dépense déjà pour préserver ces capitaux? Combien ça me coûte de le faire comme il faut? Est-ce que j'ai des besoins de préservation complémentaires? Les plans d'action que j'ai travaillés, combien ça va me coûter de le faire?
où est-ce que ces actions vont se trouver? Est-ce que c'est des actions pour avoir de l'information, pour restaurer, pour préserver, pour éviter de dégrader, etc. Et donc, on peut du coup, à partir de l'ensemble de ces questions qu'on se pose, qui sont vraiment très matérielles, se dire, est-ce que mon niveau de connaissance, de maîtrise de mon capital est suffisamment avancé ou non? Est-ce que j'ai besoin de progresser? Donc là, c'est un peu la jauge qui est à votre droite de l'écran, du rouge au vert. Et on peut se rendre compte derrière aussi, très, très matériellement, les actions mises en place, combien elles coûtent, et donc être capable d'argumenter, c'est-à-dire enrichir l'information dans la liasse comptable, dans les annexes. Et maintenant, quand on a dans l'annexe comptable ou même dans le bilan comptable une information sur le capital, et bien, du coup, on peut voir en annexe comment ce capital est structuré, qu'est-ce que cela implique. Donc, si on avance, on arrive derrière à proposer une liasse fiscale avec un bilan, un compte de résultat. Donc, on passe. Les deux stades suivants on va être très rapide dessus, je ne pourrai pas rentrer dans le détail, mais voilà, on va avoir un bilan clair qui a de nouvelles caractéristiques par rapport à un bilan classique. On va retrouver les enjeux financiers, distinguer les enjeux humains des enjeux naturels. On va avoir une partie vraiment axée pour la préservation des capitaux. Donc, tout cela, vous aurez l'information dans les rapports détaillés. Donc, vous pourrez plonger dedans pour mieux comprendre de quoi il en retourne. Si on passe à cette suivante, on va à la même vision après que le compte de résultat. On va retrouver un compte de résultat élargi. On va voir vraiment distinguer la partie d'exploitation pure de l'entreprise, qu'est-ce qui est nécessaire pour faire tourner le modèle d'affaires, et après derrière, qu'est-ce qui est nécessaire pour préserver vos capitaux, donc les capitaux humains comme naturels, les briques aussi d'accès aux capitaux qui permettent d'informer sur finalement quelles connaissances j'ai besoin pour piloter mon capital, pour le connaître. Ça veut dire que typiquement, quand vous mettez en place un bilan carbone, c'est l'accès à la connaissance sur votre capital. Donc, c'est des coûts que vous engagez pour connaître vos capitaux, et c'est quelque chose, c'est une information qui est tracée dans la comptabilité claire également, qui du coup informe là-dessus. Côté de votre chiffre d'affaires, de vos ventes, on vient aussi séquencer, distinguer en fait vos ventes, on va dire classiques, qui n'ont pas d'impact de préservation pour vos clients, des ventes de produits et services qui permettent à vos clients de soit préserver et restaurer leurs capitaux ou carrément de supprimer à la source leur impact sur certains de leurs capitaux, humains et naturels. Donc là, on a aussi du coup une information, on voit bien qu'on va à la fois chercher l'information chez vous, dans qu'est-ce que vous faites, mais aussi donner l'information sur ce que vous faites pour vos clients et donc en quoi votre part de l'activité se verdit entre guillemets. Voilà, et donc maintenant, à partir de tout cela, on a plusieurs avancées qui ont pu être faites grâce à cette étude. Donc, sur la slide suivante, on va avoir quelques points d'avancée, tels que le fait que on voit bien que les méthodes permettent de se concentrer sur les enjeux vraiment matériels en les inscrivant au bilan comptable, et du coup, ça engage l'entreprise à devoir les préserver. C'est quelque chose qui devient une redevabilité. Un travail de recherche, de préservation sur des bases scientifiques, et pour le coup, c'est extrêmement important parce que pour une fois, on est vraiment sur le fait de se dire on va chercher à conserver quelque chose en se disant, en fait, ce n'est pas uniquement de l'optimisation, c'est est-ce que mon action est suffisante pour atteindre l'objectif scientifique qui est donné par la communauté et par les pairs et voire par les parties prenantes en se mettant autour de la table. Derrière, on arrive à la création de liasses comptables complètes et qui augmente l'information, qui permet du coup d'avoir une analyse de performance intégrée et donc de construire derrière du contrôle de gestion, de la comparaison, même pour les investisseurs plus tard pourront comparer avec des ratios type d'endettement naturel et d'endettement humain qui rendent compte finalement sur la taille du bilan, du passif du bilan, sur en quoi l'entreprise prend en tout ou partie la bonne gestion de ses dettes environnementales et humaines. Derrière, et là, les entreprises, je pense, ne pourront, en parleront probablement, mais on a on a pu avec la V2, on a parlé pour le CERCES, dans le cadre du CERCES, faire des avancées méthodologiques et notamment en termes de besoin de vulgarisation, essayer de simplifier un petit peu la chose. Donc, vous le verrez dans les champs, dans les freins qu'on a pu avoir, c'était avoir un vocabulaire très technique. Donc là, il y a ce travail-là aussi qui est fait, qui est en cours, de rendre ça de plus en plus accessible, et notamment au-delà des cercles comptables, parce que c'est un vrai enjeu, comme on a pu le voir. On a travaillé avec tous les acteurs de terrain, donc des équipes RSE, environnementales, les RH, les financiers. Donc, du coup, ça implique tout le monde dans l'entreprise. C'est extrêmement important d'avoir cette capacité de connecter tout le monde. Et donc, Mathieu, un petit mot de conclusion pour passer aux entreprises. Eh bien, en conclusion, il y a plein de perspectives qui s'ouvrent, travailler sur la chaîne de valeur, rejoignez le CERCES pour continuer à travailler sur ce sujet-là et le faire développer. Et donc, je passe la parole aux entreprises. Merci. Voilà, modération. Merci Mathieu. Donc, on a pris un petit peu de retard, donc n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions. Tous les panélistes pourront y répondre. Là, on va passer du coup à un temps de témoignage des entreprises qui ont participé volontairement à l'expérimentation.
Je vais donner tout de suite la parole à Louis Nater de CEMEX, qui est le directeur développement durable, RSE et affaires publiques de l'entreprise, voilà, pour qu'il nous relate un peu son expérience. Merci beaucoup, Abélie. Vous m'entendez? Ça fonctionne bien? Oui, ça fonctionne très bien. Écoutez, c'est parfait. Alors, je vais en effet prendre quelques minutes pour vous parler de notre expérience dans le cadre de l'application de ce modèle. D'abord, quelques mots sur qui est CEMEX. C'est important de resituer nos activités. Nous sommes des producteurs de béton prêt à l'emploi en France et également des producteurs de matériaux de carrière. Nous avons au total en France environ 200 unités de production de béton prêt à l'emploi, une quarantaine de carrières. Et puis, particularité de nos activités, puisque la logistique, un point fondamental dans l'économie circulaire, est essentiel évidemment pour mener nos activités, nous avons également des ports fluviaux situés le long des principaux fleuves français et des plateformes de recyclage, puisque dans nos activités, depuis quelques temps, nous développons ce type de valorisation de matières premières secondaires. Alors ça, c'est pour la situation en France. Pour l'expérimentation, on s'est focalisé sur un site de carrière qui est situé à Auriol, dans les Bouches-du-Rhône, au nord de Bagne. Alors ce site de carrière d'Auriol, en fait, c'est un site qui est finalement assez représentatif des carrières françaises. C'est un site qui produit en moyenne 150 000 tonnes de granulats chaque année, et ce qui est, je crois, en gros, la moyenne française de production par carrière. C'est un petit site aussi dans la mesure où il ne compte que 4 salariés, donc vous voyez, c'est une petite entité. Mais par contre, beaucoup de sous-traitants, notamment des sous-traitants qui interviennent pour des activités de terrassement sur le site, de réaménagement, etc. Et aussi pour toute une partie transport qui n'est pas internalisée chez CEMEX, mais qui mobilise évidemment beaucoup d'emplois localement. Alors, un dernier mot sur ces activités. Ce sont des activités qui sont extrêmement locales, puisque les matériaux que nous produisons sont livrés à une distance moyenne de 20 à 30 km. Voilà. Et donc, ces activités, qui sont d'ailleurs situées aux portes du village d'Auriol, du coup, sont véritablement ancrées dans le territoire finalement de la commune ou des communes avoisinantes. Et dernier mot sur ces activités, ce sont des activités qui, d'un point de vue réglementaire, sont placées sous le régime d'autorisation des installations classées pour la protection de l'environnement et qui, par conséquent, font l'objet d'un arrêté préfectoral avec des recommandations et même des règles du jeu à respecter sur le plan environnemental. Voilà la mise en contexte. Alors, pour ce qui concerne les motivations finalement qui nous ont conduits à participer à ce projet, je vais en citer 4, ça me paraît être un point très important. D'abord, CEMEX est une entreprise qui s'est mobilisée depuis pas mal de temps dans le domaine de l'environnement et plus récemment dans le domaine de la RSE. Nous avons franchi des étapes, nous avons certifié nos sites ISO 14001. Nous nous sommes engagés de 2012 dans le cadre de l'engagement pour la stratégie nationale de la biodiversité. Ensuite, nous avons fait évaluer nos pratiques en matière de RSE dans le cadre du référentiel ISO 26000. Monsieur Nater, je pense qu'on a un petit souci de connexion. Alors, peut-être que pour enchaîner sans trop perdre de temps, nous pouvons prendre quelques questions. Alors sinon, je propose, là je vois carrément que Monsieur Nater s'est déconnecté, je propose de donner la parole à Monsieur Gad Elmas, qui est le président d'EO d'Ingénieurs Conseil, qui est la deuxième entreprise qui a bien voulu témoigner lors de ce webinaire, s'il est présent. Oui, bonjour. Bonjour. Donc voilà, également, voilà, vous est-il possible peut-être de nous présenter les activités d'EO d'Ingénieurs Conseil, comment s'est déroulée pour vous l'expérimentation, les motivations qui vous ont poussé à rejoindre le programme? Oui, merci beaucoup. Merci de votre invitation et merci à François-Michel Lambert de nous avoir proposé de rejoindre ce beau projet
la région Sud, bien sûr, et l'ADEME, qui sont toujours dans ces projets vertueux. Alors, EOD, rapidement, on est un cabinet de conseil d'ingénierie, bureau d'études spécialiste de la transition écologique. C'est 180 personnes en France réparties sur 8 agences. Alors, pourquoi est-ce qu'on a accepté, pourquoi j'ai engagé EOD dans ce projet? Parce que préserver le capital naturel, c'est la raison d'être d'EOD à travers l'ensemble de nos missions. Et puis, préserver le capital social, c'est non seulement notre responsabilité en tant que dirigeant d'entreprise, mais c'est aussi la condition fondamentale de notre développement. L'ingénierie, le bureau d'études, c'est un métier de ressources humaines. Donc, préserver notre capital social, c'est juste un fondamental. Alors, au-delà de préserver, notre mission, c'est de générer des externalités positives pour nos clients. On dépollue, on régénère les sols fertiles, on crée donc des puits de carbone, on renature les espaces, on crée des conditions de régénération de la biodiversité, on parle de biodiversité positive, on développe des capacités de production d'énergie renouvelable, décarbonées, on recycle les matières des déchets, on valorise leur contenu énergétique, donc on évite du prélèvement de ressources naturelles. Donc voilà, c'est tellement dans l'ADN d'EOD de préserver le capital naturel qu'on s'est naturellement intéressé à ce projet de comptabilité triple capital. Alors l'apport pour nous, en termes d'apport, ça nous a permis de constater que ce modèle, il est vertueux en termes de prise de conscience, de dissémination de la responsabilité collective qu'on a vis-à-vis de ces capitaux, et qu'il est aussi compatible avec notre activité de bureau d'études. Ce qui n'est pas forcément dans l'esprit des gens immédiat de dire, tiens, on a une activité de prestation intellectuelle, on a un impact à la fois social et sur le capital naturel. Eh bien si, puisqu'on se déplace, on consomme des énergies et on consomme aussi des ressources. Le deuxième intérêt de l'apport, c'est qu'on a finalement pu constater qu'on a un impact qui est acceptable sur nos comptes de société. Et ça, c'est un élément important puisque beaucoup de dirigeants pourraient croire que leur bilan va profondément se dégrader. Eh bien, il faut faire l'exercice tout simplement et voir quel est l'impact. Nous, on s'est rendu compte qu'il était tout à fait acceptable et donc ça lève aussi un frein dans l'esprit pour pouvoir s'engager dans ce type de comptabilité. Alors, quelques freins qu'on a pu rencontrer pendant la mission, c'était d'identifier les bonnes trajectoires de référence en fait, pour pouvoir établir la comptabilité. Pourquoi? Parce que chez EOD, on produit beaucoup d'externalités positives pour nos clients. On a une croissance soutenue de 15 à 20% par an. Ce qui fait qu'en valeur absolue, plus on se développe, même si on réduit notre intensité, par exemple carbone, plus on se développe, plus en valeur absolue, on émet quand même de carbone. Donc on a une activité vertueuse, donc il y a un impact positif pour la société, mais on a un poids carbone qui est grandissant du fait de cette croissance. Donc le frein, ça a été un frein psychologique d'abord pour nous au début, c'est d'accepter finalement que même si le développement de nos activités est vertueux pour l'intérêt collectif, eh bien, on doit quand même constater qu'on doit réduire nos externalités négatives. Voilà. Donc ça, c'est quand même un frein psychologique qu'on a pu lever. Et enfin, en termes de perspective, puisque le temps nous est compté, eh bien, ça va nous permettre d'étudier maintenant sérieusement de passer en comptabilité triple capital dans la même logique qu'EOD va devenir une entreprise à mission. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Gadelmas. Je vais rendre la parole à Monsieur Natter qui s'est reconnecté. Peut-être vous étiez en train d'évoquer les motivations qui ont conduit CEMEX à intégrer l'expérimentation. Absolument, vous m'entendez? Oui, c'est bon, ça Ouais, je suis fonctionne. absolument désolé pour ma déconnexion, c'est des choses qui arrivent et j'espère que ça ne se reproduira pas. Oui, voilà, donc on évoquait nos motivations et voilà, donc fort de cette implication en fait de l'ONDAC, on a évidemment souhaité redynamiser, redonner un peu de souffle à nos différents engagements. Et il s'est trouvé que voilà, on se trouvait dans une période où on souhaitait aussi un peu réorienter nos réflexions au niveau de nos activités et s'orienter davantage vers une approche de valeur plus partagée, on va dire, avec nos parties prenantes et prenant davantage en compte la soutenabilité de nos activités au regard des enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux. Voilà. Et donc, toute cette réflexion conduisant à revoir un peu son paradigme d'entreprise, son modèle d'entreprise, pour rendre nos activités pleinement soutenables. Hein. C'est un peu le principe dans le respect des limites planétaires, des limites sociales, des limites économiques également, avec cette logique de maintien de prospérité. Donc, fort de tout ça, on a mordu à l'hameçon, on s'est lancé dans cette expérience bien volontiers,
Et on en a tiré un certain nombre d'enseignements. D'abord, quelques points qui nous ont semblé tout à fait positifs, c'est qu'on a eu affaire à une méthode extrêmement rigoureuse. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très rassurant. Cette logique de définition de capitaux, naturels ou humains, cette logique d'identification d'indicateurs pertinents, ça aussi, c'est pas simple à réaliser, mais c'est assez fondamental. Et enfin, la définition de recommandations pour la préservation de ces capitaux, qui est une démarche très cohérente, très logique. Et pour une entreprise, ça fonctionne très bien. Après, on a eu quelques autres éléments intéressants pour nous, parce que ça nous a évidemment donné à réfléchir sur des points très pratiques, très précis, et en particulier un point qui est évidemment très consistant dans la méthode CARE, qui est celui du capital naturel. Sur ce plan-là, par exemple, on a fait ce qu'on n'avait pas fait jusqu'à présent, simplement un bilan carbone, ce qui n'est pas toujours très, très simple à réaliser, notamment pour des activités de carrière qui sont dans le temps extrêmement évolutives, mais ça nous a permis de mener cette réflexion. Et puis enfin, un autre élément qui nous a semblé très, très bien dans l'état d'esprit en fait, de cette approche, c'est que cette volonté de toujours essayer d'objectiver en fait, ce que l'on approche, ce que l'on aborde, avec derrière des références scientifiques les plus solides possibles. On a aussi évidemment rencontré quelques freins dans cette démarche, et c'est bien le propre d'une expérimentation, quoi qu'il en soit. Donc, je vais vraiment aller très vite sur ces freins. D'abord, la question de l'échelle et du périmètre. Nous, on a choisi de fait et très naturellement un périmètre local, en fait, parce que nos activités, elles rayonnent dans un territoire, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, elles sont extrêmement ancrées territorialement, et il nous a semblé très important, en fait, de rester dans ce type de périmètre. Mais ce genre de périmètre d'un site n'est pas celui de la gestion comptable. Voilà, on ne fonctionne pas exactement sur les mêmes échelles, et ce qui ne nous a pas permis du coup d'aller loin en fait dans le. On a de nouveau une petite coupure. Décidément, on aura du mal à avoir l'entièreté du témoignage de CEMEX. Peut-être pour continuer, je vais donner la parole à Monsieur Raniz, qui est directeur de Profil, qui est une entreprise experte dans les travaux en hauteur. Peut-être, voilà, vous pouvez nous présenter en quelques mots l'activité de Profil et également voilà, les motivations à avoir rejoint le programme, les freins qui ont été rencontrés et les perspectives. Si Monsieur Raniz veut bien allumer sa caméra et son son. Allô? Oui, c'est bon, on vous entend. Je crois qu'on m'entend. OK. Bonjour à tous d'abord. Ravi d'être avec vous ce matin. Et donc, je vais vous faire un petit retour sur l'expérience CARE pour nous. Alors, Profil est une entreprise de travaux d'accès difficile ou travaux sur corde qui existe depuis quasiment 30 ans maintenant, que j'ai créé il y a quasi trentaine d'années. On a d'abord comme premier enjeu chez nous, donc notre métier, oui, effectivement, c'est intervenir sur corde, aussi bien sur des outils industriels assez lourds que sur des bâtiments, l'enveloppe extérieure des bâtiments. Et on a chez nous une double compétence dans nos métiers, c'est à la fois l'accès sur corde en parfaite sécurité d'une part, et puis également des compétences liées à nos métiers, que ce soit de l'inspection-contrôle, de la soudure, des travaux de maçonnerie aussi, ou bien de la pose de filets ou de bâches, donc avec des compétences assez variées dans notre personnel. Une de nos premières valeurs, effectivement, c'est la sécurité. Et en déroulant un petit peu cet aspect-là, on s'est rendu compte que à partir de l'humain, à partir de la formation de l'humain, de la préservation de notre personnel, on s'est rendu compte un beau matin, comme M. Jourdain, qu'on faisait de la RSE. Et puis, c'est quelque chose qui nous a intéressés dans l'entreprise. Et puis, effectivement, la réflexion s'est élargie également sur l'impact environnemental.
Et donc, on a abordé depuis une quinzaine d'années, on est très, très concerné et on a orienté notre entreprise dans nos choix, dans notre quotidien et dans nos valeurs autour de la RSE. Donc voilà pourquoi, lorsque on a été approché par le système CARE, voilà pourquoi on a dit, bah, tiens, effectivement, c'est l'occasion au-delà d'avoir nos objectifs propres, au-delà d'avoir un label comme le label Lucie, comment est-ce qu'on peut retraduire ça dans des aspects comptables? Comment est-ce qu'on peut ramener ça sur des volets financiers qui sont aujourd'hui les indicateurs que tout le monde attend, que ce soit nos banquiers, nos actionnaires, enfin pour le moment nous sommes nos propres actionnaires, mais en tout cas c'est ce qu'attend un petit peu le système aujourd'hui. Le fait d'avoir de passer au crible des indicateurs financiers, une démarche RSE, c'est aussi ce qui nous a intéressés. Donc voilà en gros le cadre dans lequel on intervenait. Alors, on s'était déjà dit, ben, nous, en fait, on a une vertu qui est intéressante, c'est-à-dire, ben, lorsqu'on intervient sur corde et lorsqu'on maîtrise toutes les règles de sécurité liées à ce métier un peu particulier, on a un impact environnemental qui est moindre au départ, puisque le fait d'installer à l'inverse un échafaudage ou le fait d'installer une nacelle sera beaucoup plus impactant sur le plan environnemental. Donc, OK, ça, c'était notre conviction initiale, mais on disait, bah, OK, là-dessus, on est relativement tranquille sur cet impact environnemental. Et en fait, il s'avère que là-dessus aussi, ben, on s'est rendu compte qu'on avait énormément de progrès à faire, et en particulier sur nos déplacements. Oui, certes, la corde est moins impactant en elle-même sur nos chantiers, mais par contre, on s'est rendu compte qu'on avait énormément de chantiers et peut-être une réorganisation à faire là-dessus sur nos déplacements d'une part, mais aussi à réfléchir sur nos moyens de transport, sur comment on va se déplacer aussi bien sur les transports pendulaires le matin pour nos salariés que sur nos déplacements jusque sur les sites. Et puis, nos véhicules, évidemment. Et donc, il y a eu toute une réflexion qui s'est faite là-dessus, qui est passée aussi, qui est en train d'être finalisée au travers d'un bilan carbone. Et donc, on s'est rendu compte d'abord sur la partie environnementale qu'on avait énormément de progrès à faire. La deuxième chose aussi dont on s'est rendu compte, c'est OK, la sécurité qui est notre premier souci a fait qu'on a mis en place toutes les formations Cordis, etc. nécessaires. Mais par contre, on a une usure. Alors, usure, ça fait un petit peu étrange, employer ce mot, mais on a sur tout ce qui est effectivement usure professionnelle, on a des points à améliorer, puisque c'est un métier qui est fatigant. Le métier de cordiste, c'est un métier qui est usant, sur tout ce qui est troubles musculo-squelettiques, par exemple. On le savait, mais là, justement, le fait de le quantifier au travers du regard de CARE, ça nous a permis de s'en rendre compte, de regarder nos objectifs, de mettre en place des objectifs, de regarder nos points de progression et de mettre en place un plan d'action en lien avec ça. Donc aujourd'hui, on est sur cette piste-là, sur cette route-là, c'est très intéressant. Et Profil a depuis quelques jours rejoint un plus grand groupe de travaux sur corde. Puis d'ailleurs, c'est quelque chose qui a été signé cette semaine. Et une des premières choses qui nous est demandée aussi en rejoignant ce groupe, ça va être d'amener une démarche RSE, et une des premières propositions que j'ai faites au sein de ce regroupement, ça va être justement de partir à la fois sur l'aspect humain et la partie troubles musculo-squelettiques, mais également sur la réflexion quant à notre bilan carbone. Voilà. Merci donc beaucoup, François. Un outil pour demain.
chez nous. Merci beaucoup pour votre témoignage hyper enthousiasmant. Je vais redonner la parole à Louis qui s'est reconnecté. Peut-être voilà, pour conclure votre propos en quelques secondes, vous étiez en train d'évoquer les quelques freins que vous aviez pu rencontrer sur l'expérimentation. Donc voilà, si vous voulez terminer. Ouais, ça sera. Merci beaucoup, Amélie. C'est une troisième chance, donc je la saisis avec toutes mes excuses renouvelées. Je vais pas mettre ma vidéo parce que je pense que j'ai pas les capacités de me connecter avec la vidéo. Quelques mots pour conclure donc. On va poursuivre nos réflexions chez CEMEX sur ces démarches, c'est très important. Malgré les quelques limites qu'on peut rencontrer, j'aurais cité les limites au niveau des échelles, j'avais commencé à en parler. Il y a aussi quand même la question des bases scientifiques de référence, en fait, qui est essentielle. On a besoin, en fait, de ces bases de référence pour fixer finalement des trajectoires et des programmes, des mesures, en fait, pour réduire nos écarts. Et si on n'a pas ces références, en fait, c'est très compliqué de les chiffrer. Voilà, donc on a besoin de s'améliorer là-dessus. Je pense qu'au-delà de ce que l'on fera chez CEMEX, on va essayer d'apporter aussi cette réflexion et de la partager avec notre secteur d'activité. Ça me paraît très important également d'en faire profiter les autres, de les éveiller à ces questions-là, même si certains sont déjà bien au courant de tout ça. Et donc, je pense qu'on servira sur la table de l'hôtel de la fédération de notre secteur d'activité ces sujets. Je voudrais juste terminer en disant un grand merci à l'INEC aussi de nous avoir permis de rentrer dans cette expérimentation. Ça s'est fait à l'occasion d'une simple visite de site à Auriol avec François-Michel Lambert il y a quelques années. Ça s'est poursuivi jusqu'à présent. Et enfin, merci aussi beaucoup à l'accompagnement apporté par Mathieu et Hervé tout au long de cette expérimentation. Voilà. Merci beaucoup, Louis, pour votre témoignage. Donc, on va maintenant passer au témoignage de Véronique Bourdoulet, directrice administrative et financière du CERAM, le service d'assainissement de Marseille Métropole. Voilà, pareil, en quelques mots, une petite présentation des activités et puis des impacts de la méthodologie CARE sur vos activités. Oui, bonjour. Donc, Véronique Bourdoulex, directrice financière du CERAM sur Marseille. Donc, le CERAM, c'est le service d'assainissement de Marseille. Nous sommes donc une filiale à 100% de Suez. L'activité de CERAM, c'est de desservir sur les territoires métropolitains ex-Marseille à peu près 1 million d'usagers sur 5 communes. Il y a 17 communes qui sont aussi raccordées et donc on a la responsabilité de l'exploitation des infrastructures, donc 3 stations d'épuration, 2000 km de réseau. Voilà. Donc, bien entendu, pourquoi on est parti sur ce projet CARE ? Vous comprenez que suivant notre activité, donc notre activité est très tournée vers l'environnement, c'est une de nos valeurs. Donc, mettre en place une vraie politique environnementale, c'était notre leitmotiv. La stratégie, le projet CARE, ça pouvait nous permettre de redéfinir notre stratégie d'entreprise, ça pouvait être aussi un outil de décision. Donc, c'est pour ça qu'on s'est lancé dans ce projet qui est un projet assez futuriste, qui a été pour nous sur notre activité quotidienne. Donc, l'adhésion de nos équipes a été à 100%. Aujourd'hui, l'apport de cette expérience a donné une image autre du CERAM. Donc, CERAM, on est déjà très acteur en RSE. On a déjà fait un bilan, on était déjà rentré dans le bilan carbone. On fait beaucoup d'actions RSE sur le territoire. Mais là, ça nous a aussi donné un moment où on a pu regrouper tout ça, on a pu être conscient de toutes nos actions qu'on a réalisées dans le passé, que ça pouvait toucher différents services et qu'on n'était pas tous au courant de tout ça. Donc, ça a donné un point d'information pour tout le monde. On a aimé être dans ce projet qui est très vertueux et c'est surtout un outil structurant et qui va pouvoir nous faire évoluer dans d'autres pistes et aussi faire évoluer nos collaborateurs aussi dans cette ligne de conduite. Après, bien entendu, je suis en accord avec tout le monde. C'était un nouveau projet, c'était une nouvelle expérience, donc on a rencontré des freins.
Au début, on a eu beaucoup de difficultés pour comprendre le concept, s'adapter au vocabulaire qui est assez spécifique. Ça nous a aussi, on a eu aussi des difficultés pour mesurer les impacts sur nos scénarios de maintien. Donc, quand on a défini nos capitaux, après, donc quels sont nos différents scénarios pour les maintenir. On a aussi des difficultés pour identifier des coûts qui n'étaient pas des données identifiées dans une comptabilité classique. On a eu bien sûr des difficultés pour récolter un peu l'information en interne, mais après aussi des difficultés sur les données scientifiques. Donc, Mathieu, là, on a parlé tout à l'heure. Et puis après, il y avait aussi la difficulté du temps, il ne faut pas se le cacher. C'était un projet supplémentaire de nos tâches quotidiennes, donc on a passé du temps dessus, donc l'investissement humain aussi. Aujourd'hui, ce projet, malheureusement, il a été mis en stand-by. Donc, vous pouvez vous douter que le Covid qui est passé par là a freiné le dynamisme. On a eu aussi un changement de direction sur Marseille. Et puis, bien entendu, si vous avez entendu parler, Suez a subi donc une OPA par Veolia. Donc, on a un changement de stratégie, de politique. Donc, aujourd'hui, voilà, on a mis en stand-by le projet CARE, mais il reste quand même dans notre tête. Et en le gardant en mémoire, on aimerait bien le reprendre parce que bon, on a passé du temps, on a construit le socle, on a bien défini nos capitaux, donc on s'est approprié le concept, mais aujourd'hui, il va nous falloir un investissement humain, de temps, donc pour continuer ce projet, il va falloir mettre des forces, et ça, aujourd'hui, on ne les a pas actuellement. Merci beaucoup, Véronique, pour votre témoignage. Je vais laisser maintenant terminer ce tour de table par Charlotte Daffleur, qui est associée de Xiléo, constructeur de maisons en bois. Si vous voulez bien allumer votre caméra et voilà, et témoigner également. Merci. Bonjour, donc Charlotte Daffleur, société Xiléo à Grasse. Donc j'ai créé l'entreprise avec mon mari il y a 7 ans. Lui est ingénieur bois. Et aujourd'hui, donc, nous avons une quinzaine de personnes. Notre activité se concentre donc sur la construction de bâtiments bois et l'extension, la surélévation de maisons et de bâtiments. Donc, dès la création de Xiléo, on a réfléchi à des nouveaux modèles économiques pour permettre de sortir du modèle volumique, qui est le modèle qui prédomine dans le bâtiment et qui est consommateur de ressources, en s'intéressant notamment à l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Et donc, dans ce modèle, une des caractéristiques, c'est de pouvoir en fait porter dans le modèle économique de l'entreprise les ressources immatérielles dont elle dispose. Et on s'est retrouvé rapidement confronté à la difficulté de quantifier ces ressources immatérielles. Donc, quand j'ai connu CARE, je me suis dit qu'on avait là peut-être le moyen de comptabiliser des choses qui nous paraissaient non comptabilisables de prime abord. Également, on s'était dit que ça serait l'opportunité de valoriser auprès de nos clients les apports sur l'aspect environnemental ou social de nos offres, parce que des fois, on est plus cher parce qu'on va intégrer des éléments, on va dire, respectueux de l'environnement et des hommes dans nos offres commerciales, et en termes de budget, ça ne passe pas. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir valoriser financièrement l'impact de tel ou tel choix. Donc, en fait, évidemment, ce n'est pas du tout le résultat auquel on est arrivé quand on a participé à CARE. Pour autant, on a appris plein de choses et on a été très contents de le faire. Je crois que l'enseignement le plus fort, et c'est ce que EOD avait aussi dit, et Ramis, nous, ça a été de prendre conscience en fait, que l'impact le plus efficace et le plus rapide qu'on pourrait avoir, c'est si on agit sur notre périmètre propre. Plutôt que de vouloir en fait agir sur l'extérieur, nous aussi, voilà, qu'est-ce qu'on émet comme émissions de gaz à effet de serre quand on va sur les chantiers, notre principale source d'émissions, et le capital humain, très important, puisqu'on a aussi des activités, si on ne prête pas attention, qui vont dégrader en fait la santé des collaborateurs. Donc en fait, ce qui est très important pour nous, c'est de comprendre qu'on est dans une chaîne, chacun doit agir à son niveau. Dans la construction bois, on vient souvent nous chercher sur d'où vient le bois, du bois produit localement, labellisé. Voilà, il y a l'artificialisation des sols quand on construit.
Et c'est vrai que c'est des sujets sur lesquels on peut travailler, mais on n'aura pas le même impact que sur notre périmètre propre. Hein. Voilà, on n'est pas gestionnaire de forêt et on n'a pas de terrain à nous sur lesquels on construit. Donc voilà, et après, ça nous a également aidé du coup à nous orienter vers un choix de marché plutôt sur l'extension, la surélévation, qui va justement éviter d'artificialiser des sols et qui va travailler sur la rénovation du bâti existant. Donc, pour les freins, évidemment, comme les autres, hein, nous, on est une petite entreprise aussi, donc on avait un manque de données extra-financières, un problème de temps où il faut gérer des réflexions de long terme dans un temps extrêmement contraint avec beaucoup de travail. Mais en même temps, c'est ce qui permet de garder la foi et de se dire qu'on a intérêt, voilà, qu'on ne perd pas le cap, comme on dit. Et côté CARE, c'est sûr que nous, on avait besoin d'une base de données d'indicateurs, comme tout le monde, mais aussi d'outils ergonomiques plus prêts à l'emploi. Mais bon, c'était l'objectif de l'expérimentation, de toute façon, de pouvoir construire ces outils. Et en conclusion, nous, on est vraiment super contents d'avoir participé à cette expérimentation. Il y avait une équipe hyper motivée, avec beaucoup de convictions, qui nous ont beaucoup aidés à surmonter les difficultés qu'on pouvait avoir pour aller au bout de l'expérimentation, ce qui a été difficile. Aujourd'hui, les contraintes financières et de temps ne nous permettent pas de nous dire que demain, on met CARE en place. Par contre, on est en train de se structurer pour pouvoir le faire. Donc, on espère 3 à 5 ans de pouvoir avoir notre comptabilité en triple capital, mais malheureusement, ça sera difficile d'aller plus vite. Et dans l'attente, participer volontiers à la communauté des réflexions et diffusion pour cette méthode à laquelle on croit beaucoup. Voilà, merci. Merci beaucoup, Charlotte, pour ce témoignage qui met bien en lumière ce qu'a permis CARE. Il y a quelques questions dans le chat, donc je vous invite à regarder, à apporter quelques réponses. Je vais laisser la parole là à Antoine Pugliès, qui travaille à l'ADEME. Parmi les questions, il y avait la question de la transposition de la méthodologie à d'autres échelles, internationales, etc. Là, l'objectif, c'est peut-être de présenter les enjeux à l'échelle européenne de la comptabilité intégrée. Donc, Antoine, si vous voulez bien présenter ces problématiques. Merci, merci de l'invitation et bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je vais essayer en 10 minutes de présenter quelques développements à l'échelle européenne, notamment sur les normes extra-financiers et notamment climat. Alors peut-être on peut passer à l'autre slide, s'il vous plaît. Oui, alors on va discuter effectivement du développement européen, des concepts un peu clés qui émergent, qui sont en lien aussi avec la comptabilité écologique du type double matérialité vs matériel unique, le projet de normes qui est en train de se construire à l'échelle européenne et ses liens avec la comptabilité écologique. Et puis, je vais aussi vous présenter quelques exigences qui semblent apparaître et qui aussi vont contribuer à la démarche, il me semble, du modèle CARE. Donc, voilà, peut-être la prochaine diapo. Oui, juste pour des éléments de contexte, donc je sais que c'est un peu vague, mais en fait, l'Europe, depuis 2018, a vraiment mis en place un plan d'action sur la finance durable. Et en fait, ce plan d'action a pour but de créer énormément de réglementations, mais il y en a deux qui sont assez importantes dans la pensée de développement du modèle CARE. Ce sont la taxonomie, donc c'est un référentiel d'activité durable, et surtout la nouvelle réglementation sur le reporting non financier. On n'est pas encore dans le triple capital, mais on est sur comment les entreprises demain vont devoir publier des normes extra-financières. Donc, effectivement, il y a une nouvelle réglementation qui s'appelle la Corporate Sustainability Reporting Directive, donc c'est un mot en anglais, qui va remplacer en fait une ancienne directive. Et donc là, normalement, ces exigences vont s'étendre aussi à des entreprises un peu plus petites. Au départ, on était sur des entreprises de plus de 500 salariés. Là, on irait sur 250 et a pour but vraiment de contribuer aux objectifs de la Commission européenne et de l'Europe. On voit que en fait, dans cette proposition de texte de la Commission, on a des références maintenant en fait, justement au modèle type CARE, je dirais. On a la volonté au niveau Europe d'inclure des indicateurs monétaires dedans, qui vont se traduire, donc qui viennent des impacts de durabilité. Et donc, du coup, cette nouvelle réglementation, et la Commission européenne a chargé en fait un groupe dont je fais partie, groupe européen sur l'information financière, les FRAG, qui est là pour établir des projets de normes extra-financiers sur le climat, la biodiversité, l'eau, le social, la gouvernance. Peut-être prochaine diapo.
Donc, il y a un concept assez clé, et en fait, ce qu'on voit émerger en Europe, comparé par exemple à nos amis américains, c'est pour nous ce qui semble, et ça semble assez évident, mais ça ne l'est pas pour tout le monde, c'est ce concept de double matérialité. Donc en fait, ce qui est important dans ces nouvelles normes, c'est qu'effectivement, on va prendre en compte les impacts de l'environnement sur l'entreprise, mais aussi qu'est-ce que ces impacts vont avoir sur la matérialité financière de l'entreprise. Donc de plus en plus, en fait, on va avoir cette double matérialité. Donc la première qui est comprendre les risques et les opportunités qui vont influencer les flux de trésorerie. Ça, c'est important. Mais aussi les actifs et le passif qui existent déjà. Et puis, on va voir cette notion, qu'est-ce qu'effectivement moi, comment j'impacte l'environnement et mon environnement aussi social. Et donc, voilà, c'est par ce biais en fait que ces normes sont en train de se construire à l'échelle européenne. Peut-être prochaine diapo. Donc, effectivement, là, je vais concentrer un peu ma discussion sur le projet de norme climat. Donc, il y a un sous-projet. Comme je vous l'ai dit, il y a énormément de normes. Il y aura la norme biodiversité, l'eau, l'économie circulaire. Pour être honnête, pour l'instant, on est encore un peu loin de la comptabilité écologique dans le sens où on l'entend au niveau de CARE. Donc, par exemple, on ne va pas encore parler vraiment d'actifs, de dettes liées au capital naturel. Tout ce qui est provision de charges pour des obligations de maintien du capital naturel, on n'est pas encore dans ce niveau d'exigence. On va toucher quand même à des sujets du type, c'est lié à la taxonomie, mais pour éviter ce jargon, je vais dire les investissements qui vont être liés à des objectifs de durabilité quand même vont devoir maintenant apparaître dans le reporting non financier. Donc, ce n'est pas forcément en bilan, mais en tout cas, on va avoir une diffusion d'informations sur ça. Ce n'est pas encore vraiment lié au modèle d'affaires, mais ça émerge. Ce qu'on va avoir, par contre, dans ces nouvelles normes, c'est vraiment une connectivité entre le non financier et le financier. Donc, on va avoir maintenant, en tout cas dans les projets, ce qui émerge, c'est un processus d'identification de la matérialité dite financière. Donc là, on va émettre des recommandations pour qu'effectivement le comité de direction inclut les capitaux donc, du type ressources naturelles, intellectuelles, humaines. Donc, elle va devoir en fait établir un processus d'identification lié à ces capitaux. On va avoir des exigences quand même, notamment liées au climat, sur les risques physiques et de transition. Donc là, on va vraiment avoir des exigences. C'est-à-dire que l'entreprise va devoir vraiment donner en termes de valeur monétaire ou de pourcentage du revenu des activités, c'est une valeur par rapport à l'identification de ces risques physiques et de transition liés au climat. On va voir aussi des notions d'actifs échoués. Donc là, effectivement, je suis un cimentier, si effectivement, ou un gazier, mes actifs qui vont émettre pendant une période de temps assez longue des gaz à effet de serre, qui sont plus compatibles à nos objectifs climatiques. Voilà, on va appeler ça des actifs échoués, donc il faudra aussi monétariser. Rapidement aussi, donc, dans les exigences du projet climat au niveau européen, qui est sorti juste la semaine dernière, je vais vous présenter quelques exigences clés pour moi et qui contribuent quand même au modèle CARE. Le premier élément qui est important, même si ça existe déjà en France, c'est une obligation de faire un bilan carbone, en tout cas quand on parle du capital atmosphère, scope 1, 2 et 3. Scope 3, ce qui est pas forcément toujours simple et limpide pour les entreprises. Là, il semble quand même qu'on va vers une obligation d'un reporting scope 3. Et ça, c'est important donc, de mesurer son empreinte. Et aussi, la norme va aussi maintenant effectivement demander aux entreprises de se fixer des objectifs climatiques sur ce bilan carbone, compatibles ou en tout cas liés à une trajectoire, on dit 1,5, donc, pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. Ce n'est pas une obligation d'établir une cible, mais c'est plus, effectivement, si l'entreprise adopte une cible, elle doit, on va dire, le divulguer d'une certaine manière pour que toutes les parties prenantes ont les bonnes informations. Et un dernier point qui est très important et qui aussi contribue à ces aspects, c'est effectivement, une fois qu'on a fait le bilan carbone, qu'on a des objectifs climatiques, il faudra maintenant aussi divulguer des plans de transition.
Donc, c'est un niveau au-dessus, on va dire, du plan d'action. Mais voilà, un plan de transition qui va démontrer la crédibilité de l'engagement de l'entreprise. C'est-à-dire, oui, je pense que je vais être net zéro ou que je vais diminuer mon empreinte de 50%. Oui, mais concrètement, comment je vais le faire? Effectivement, je vais devoir publier on va dire un plan de décarbonation avec des leviers identifiés, donc un effort un peu de modèle sur ces leviers. Je vais devoir associer les ressources financières à ces leviers, comptabiliser aussi mes émissions verrouillées, c'est-à-dire des émissions que je sais que dans 10 ans, 15 ans, elles seront toujours là, et les comparer au budget carbone. Donc là, ça va permettre de donner énormément, je pense, d'informations pour les parties prenantes, que ce soit les financiers et d'autres, voilà, pour prendre des décisions. Et donc, toutes ces initiatives, je pense quand même, ça permet de connecter les référentiels et apporter des éléments un peu quantitatifs et qualitatifs qui peuvent être pertinents demain, en fait, pour la démarche CARE. Voilà. J'ai un dernier slide, effectivement, c'est pour vous. Je vous présente une vue d'ensemble, en fait, des exigences. Je suis désolé, c'est en anglais pour l'instant. Je vous ai parlé de quelques exigences, mais en fait, il y en a 23 pour l'instant, en tout cas, sur le projet de normes climat. Voilà, on va parler prix du carbone aussi, on va parler d'une exigence sur comment dire comment effectivement les directions vont être rémunérées par rapport aux objectifs climatiques, etc., etc. Donc voilà un peu ce développement. Là, on parle effectivement de l'Europe. Il y en a d'autres effectivement aux États-Unis, d'autres il y a plein d'initiatives partout. Mais effectivement, là, il y a vraiment quelque chose qui se dégage en Europe et qui est quelque chose qui vient aussi d'une réglementation qui donc du coup n'est plus volontaire mais obligatoire. Merci beaucoup Antoine pour cet aperçu. Donc je vous invite à suivre tous ces développements sur la taxonomie européenne. Donc il y a le contact d'Antoine qui s'affiche à l'écran. Là, pour conclure, on va pouvoir avoir le témoignage des institutionnels financeurs qui ont soutenu sans relâche ce projet. Peut-être laisser la parole du coup à l'ADEME régionale et à la région, en la présence d'Anne-Marie Fouteau de Laclos et d'Emmanuel Mandaron. Je vous laisse allumer vos caméras, voilà, et vos micros pour le mot de conclusion. Voilà, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien oui, un mot de conclusion à deux voix, ADEME et région, même si Emmanuel Mandaron vient de me signaler qu'elle avait des soucis de connexion et que peut-être sa voix aurait du mal à se faire entendre. Mais voilà, s'il faut, je porterai sa voix. Alors, des remerciements encore. Mais pourquoi des remerciements? Parce que François-Michel Lambert l'a dit tout à l'heure, et vous avez pu le voir vous-même, nous sommes là dans une situation vraiment d'émergence, d'engagement pionnier et donc de prise de risque. Et il a fallu beaucoup d'énergie et de conviction de la part de tout le monde, finalement, dans cette histoire. Donc, je pense que ça vaut vraiment la peine d'appuyer sur les remerciements, notamment les entreprises pour leur témoignage extrêmement éclairant d'aujourd'hui, mais aussi saluer leur travail et leur implication de toutes les entreprises engagées dans l'opération. C'était effectivement une sacrée prise de risque, une aventure. Remercier l'INEC d'avoir porté cette opération, d'avoir organisé ce webinaire de restitution qui est très, très important. Remercier bien sûr l'équipe de Hendrix Compta Durable pour leur énorme investissement et leur ténacité dans la structuration et l'accompagnement de cette opération. Je voudrais aussi remercier Antoine Pugliesi qui vient de nous faire une ouverture sur la portée européenne de la question de la compta extra-financière. Il me semble que c'est important d'avoir une vision plus large que ce que nous pouvons aborder, nous, à notre échelle régionale ou même nationale. Donc, c'est important d'avoir cette complémentation, on va dire. Ça motive énormément. Et je voudrais aussi saluer l'intérêt que ce webinaire d'aujourd'hui a suscité auprès de vous, très large audience qui dépasse largement le périmètre de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et qui est vraiment un signe fort que ces choses sont des choses fondamentales. Alors pour revenir à notre niveau régional, en Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Eh bien, on le voit bien à travers les témoignages et les interventions de ce matin. L'événement d'aujourd'hui n'est pas un point final, ça constitue clairement une impulsion nouvelle pour la poursuite de notre dynamique régionale sur la comptabilité intégrée. Donc, je voudrais vraiment mettre l'accent sur le fait qu'en région, c'est vraiment une volonté partagée, au moins par l'ADEME et la région, de poursuivre le déploiement de cette mise en œuvre, de cette imbibition de la compta extra-financière, la comptabilité intégrée, auprès des entreprises, auprès des métiers du chiffre. Voilà. Et une traduction concrète de cette volonté commune, pour faire une ouverture locale à côté de l'ouverture européenne qu'a faite Antoine, c'est que la traduction concrète, c'est l'ouverture d'une communauté de travail et d'un groupe de travail dédié au sein de ce qui existe chez nous en région depuis maintenant 2 ans, presque 3, la plateforme régionale de l'économie circulaire, avec son site, le portail, ça s'appelle le portail-précis.com. Cette communauté qui a vocation de générer finalement un milieu réactionnel efficace en région, d'avancer sur des livrables concrets, pragmatiques. On a bien vu que c'était important d'être pragmatique. Et en mettant en lien les personnes qui sont actrices ou intéressées à le devenir sur cette thématique, en articulant notamment avec le CERCES. Il me semble que ça va être très important, qu'on ait une très bonne articulation, associer les différentes approches méthodologiques, etc., notamment pour avancer sur le terrain, mais aussi pour nous aider, nous, institutionnels, région et ADEME notamment, mais d'autres aussi probablement, à élaborer des dispositifs de soutien pertinents, des visions de terrain avec des leviers, des difficultés, des questions qui puissent être bien appropriées par les institutionnels que nous sommes. Voilà, c'était le message que je voulais vous faire passer. C'est vraiment une expérimentation extrêmement porteuse et nous avons vraiment besoin d'aller plus loin ensemble. Emmanuel Mandaron va essayer de prendre la parole. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Voilà. Oui, on vous entend bien. Parce que la caméra ne marche pas et ça saute toutes les 2 secondes. Donc, je vais aller très vite parce que ça va sauter, la connexion. Donc, simplement, Anne-Marie a fait le tour de la question de toute façon. Donc, moi, je fais partie d'un des 3 services à la région de l'économie et du financement des entreprises. Donc, de manière très large et au-delà de la comptabilité durable, main dans la main avec l'ADEME, on travaille à tout ce qui est déploiement de l'économie circulaire et de la RSE auprès des entreprises de la région, changement de modèle. Donc, comme l'a dit Anne-Marie, on a développé ce qui s'appelle réseau-précis.org. Vous l'avez à l'écran. C'est le portail numérique de la plateforme régionale de l'économie circulaire. C'est sur ce site qu'on invite tous ceux qui sont intéressés en région à se joindre à nous, comme l'a déjà dit Anne-Marie, donc je ne répéterai pas tout le détail, mais pour travailler ensemble et poursuivre cette expérimentation. Donc, il suffit d'aller sur réseau-précis.org et d'aller sur la comparable. Je pense que vous ne m'entendez plus. Ça coupe un petit peu. La communauté s'appelle Je te laisse la main, durable. Amélie, parce que je suis désolée, c'est très mauvais. Les collègues me font signe. Rien. Anne-Marie, reprends la main si tu veux. Oui, simplement préciser peut-être que la communauté s'appelle comptabilité durable. Voilà. Et qu'il suffit d'aller sur le site réseau-précis.org et de s'inscrire sur le site et de s'inscrire dans la communauté. Et toutes les personnes intéressées sont les bienvenues, qu'elles soient en région ou hors région. Et tout ça rentre dans le cadre de l'économie circulaire.org, le grand portail national sur l'économie circulaire. Merci beaucoup Anne-Marie et Emmanuel aussi pour ces mots de conclusion. Donc effectivement, la plateforme elle est accessible à l'écran. Vous pouvez aussi scanner le QR code. Donc simplement pour vous donner les informations pratiques, puisqu'il est 10h30 et que le webinaire se termine, c'était très dense, il y a encore des questions qui émergent. Vous recevrez le replay du webinaire, les diapositives avec les noms et donc les contacts des personnes si vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans quelques jours avec le rapport comme cela a été dit au début. Tout cela sera également disponible sur le site réseau-précis.org et sur économiecirculaire.org, la plateforme nationale.
Et nous vous remercions pour votre présence. Voilà, on espère que ça a été instructif et inspirant. Et on va pouvoir clore le webinaire là. Merci beaucoup. Merci. Merci à tout le monde.